Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire Détection des intrusions avec KSQL-DB, présenté ce jour par notre partenaire Zenica. Nous avons le plaisir d'accueillir Géraud Dugé de Bernonville, Big Data Consultant, et Maxime Ribera, développeur chez Zenica. Cette présentation va vous montrer la mise en œuvre de KSQL-DB dans le cadre de la détection d'intrusions. Avant toute chose, je voudrais vérifier avec vous que vous m'entendez bien et que vous voyez l'écran. Est-ce que vous pouvez utiliser la console de questions-réponses sur la droite de votre écran pour me dire si tout va bien? Ok, tout a l'air de plutôt bien se passer. Euh, N'hésitez pas à utiliser cette même console de questions-réponses au cours de la présentation pour communiquer avec nous et pour poser vos questions au speaker. Je vous remercie par avance pour votre attention et je laisse donc la place à Géraud et Maxime. Oui, merci. Donc merci à tous d'être présents cet après-midi. Donc effectivement, on va vous parler de détection d'intrusion et de sa mise en œuvre du coup sous Kafka et KSQLDB. Donc on est parti. On va commencer par expliquer ce que c'est KSQLDB. Donc KSQLDB, c'est un outil qui va vous permettre de faire des traitements SQL, des requêtes SQL sur des données qui vont arriver en temps réel. Alors sous le capot, en fait, donc, évidemment, ça repose sur Kafka et l'API Kafka Streams. Donc Kafka, on parlera un petit peu après. Donc c'est le moteur qui va vous permettre d'ingérer des volumes astronomiques de messages et de pouvoir justement les traiter en temps réel. Et l'API Kafka Streams, c'est une librairie qui va vous permettre de développer vos traitements de données qui arrivent en temps réel, donc soit dans des applis Java ou Scala, dans vos microservices. Et donc avec KSQLDB, ce qu'on va pouvoir faire, c'est un peu ce qu'on retrouve en fait dans le langage SQL. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des projections, c'est-à-dire sélectionner uniquement les informations dont on a besoin. On va pouvoir faire des filtres, si jamais on veut récupérer des données que à partir d'un certain seuil. On va pouvoir faire des agrégations, des compteurs, etc. etc. Une autre grosse fonctionnalité qu'on va pouvoir faire, c'est faire des jointures, donc ce qui va permettre d'enrichir plusieurs sources de données dans Kafka et KSQLDB. Et comme on est sur des données qui arrivent au fil de l'eau, on va pouvoir en fait faire tous ces calculs, tous ces traitements sur des fenêtres de temps. C'est-à-dire, je peux avoir envie de faire des traitements sur les 5 dernières minutes ou sur le dernier quart d'heure, etc., etc. Donc, on va pouvoir faire tout ça avec SQLDB. Donc, ce qui est sympa aussi avec cet outil, c'est que c'est sous licence open source. Et donc, vous pouvez le télécharger, l'installer et l'utiliser librement. On va faire un petit topo sur Kafka. Donc Kafka, c'est quoi? Donc c'est un outil open source qui est dans le giron de la fondation Apache. Donc Kafka se présente comme une plateforme de streaming distribué. Alors par streaming, on entend en fait le fait de pouvoir traiter les données en temps réel. Donc dans Kafka, ce qu'on va avoir, on va manipuler ce qu'on appelle des messages. Donc on va écrire des messages dans Kafka dans ce qu'on appelle des topics. Ces topics après vont être partitionnés pour assurer la scalabilité horizontale. Et donc, quand on regarde ce qu'on a dans les topics, on a ça. Donc, ça, c'est quoi? C'est un commit log ou un write type log. Ceux qui sont familiers avec les bases de données ne seront pas surpris. Donc, c'est quoi ce write type log? En fait, ça va être un fichier dans lequel, en fait, on va faire que ajouter des informations, des messages. Une fois qu'un message est dans ce fichier, on n'y touche plus. Donc un message, c'est quoi? C'est une structure de données de type clé-valeur. Donc on peut mettre ce qu'on veut comme type de clé et comme valeur. On voit ici, donc j'ai un premier message donc, qui a pour clé K1, V1. Je ne suis pas obligé de mettre de clé. On peut mettre nul. Je peux avoir plusieurs fois la même clé. Donc ce fichier, il est ordonné dans le temps.
Donc, ça veut dire que mes anciens messages, les messages les plus anciens se retrouvent en tête de fichier. Et au fil du temps, donc ce log va grossir et je vais retrouver les messages les plus récents à la fin. Alors, j'ai le panneau qui me cache. Voilà. Donc, on retrouve la notion de produceur. Hein, donc, un produceur, c'est quoi? C'est un client qui va écrire dans un topic sur ce fichier de log. Et le produceur n'écrit que à la fin du fichier. Ensuite, on va retrouver la notion de consumer, de consommateur. Hein. Donc, les consommateurs, eux, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ce sont des clients qui vont se connecter au topic et qui vont récupérer les messages au fur et à mesure qu'ils arrivent. Alors, ce qu'on voit là, c'est que Kafka offre de la rétention de données. C'est-à-dire qu'une fois qu'un message, en fait, est consommé, par exemple, par consumer, là, le consumer vert, une fois qu'il aura consommé son message K5 V9, bah, le message va rester dans, dans le commit log. Et du coup, ça permet quoi? Bah, ça va permettre d'avoir plusieurs consommateurs qui consomment le même topic et potentiellement à un rythme différent. Donc là, on voit le bleu est un peu plus en retard que le vert, mais bon, c'est pas grave, ça pose pas de problème côté Kafka. Voilà, donc on a vu en un slide ce qu'était Kafka. Donc là, normalement, vous avez toutes les notions de base pour comprendre le reste. Pour revenir un petit peu sur les motivations de cette présentation, en fait, l'idée, c'était de chercher à mettre en œuvre des cas d'utilisation autour de KSQLDB. Et en fait, on s'est inspiré d'un post de Robin Moffat, donc qui travaille chez Confluent, où il présentait en fait une façon de faire de la détection avec KSQL sur des logs, sur des données réseau. Donc, on a décidé de pousser ça un petit peu plus loin et d'essayer de le reproduire et de l'améliorer. Ce qu'on voulait faire aussi, c'était de sortir un petit peu des cas d'utilisation qu'on voyait qui étaient plutôt liés à tout ce qui était détection de fraude sur des cartes de crédit. Donc, ce qu'on voit, c'est que la plateforme KSQL, donc sur le papier, elle permet de faire pas mal de choses, notamment par le biais de pouvoir enrichir les données avec plusieurs sources de données. Et ce qui nous a plu aussi dans KSQLDB, ben, c'est le fait qu'on puisse exprimer très facilement hein, des besoins. Donc là, on a un exemple de requête KSQL. Hein, donc pour ceux qui connaissent un petit peu SQL, normalement, ça reste assez familier. Donc ça veut dire quoi? Donc on va chercher des données depuis quelque chose qui s'appelle Authorization Attempt. Là, on voit, on a un window tumbling. Bon, ça peut paraître un peu obscur, mais a priori, on a l'air de découper nos données en fenêtres de 5 secondes. Et ensuite, ce qu'on fait sur ces fenêtres, ben, on fait un groupe par rapport au numéro de carte crédit. Et ensuite, on ne conserve que s'il y a plus de 3 tentatives d'autorisation. Et donc là-dessus, on en extrait le numéro de carte, on conserve que le numéro de carte et le nombre de fois où il y a eu des tentatives d'autorisation. Donc là, ce code SQL, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il nous permet de faire ressortir assez facilement les tentatives de fraude sur un compte de carte bleue. Donc ça nous a beaucoup plu, le fait qu'on puisse facilement exprimer en SQL nos besoins. Alors, donc on est parti sur la détection d'intrusion à partir des logs réseau. Donc là, on va rentrer directement dans le cœur de la donnée. Donc, qu'est-ce qu'on va manipuler? Nous, on va manipuler des données qui sont en format PCAP. Hein, donc, c'est un format qui est assez connu et qui est généré par un outil libre qui s'appelle TCP-Dump. Après, il y a sans doute d'autres outils qui génèrent ce genre de données. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver en fait dans ces formats, dans ces données? On va retrouver toutes les données qui sont liées au réseau. Alors, quand il y a des communications sur le réseau entre machines, en fait, on retrouve plusieurs étages. Hein, donc, ça reprend hein, le modèle en couche OSI.
qu'on apprend en cours de réseau. Donc c'est un modèle qui part vraiment des couches très basses physiques, vraiment sur vraiment les impulsions électriques qui passent sur les câbles, en passant par les protocoles de connexion physique, connexion logique, jusqu'à aller aux couches plus hautes des communications entre applications. Typiquement le protocole HTTP. Hein, là, on est au niveau applicatif, on a un niveau assez élevé. Et donc, c'est ce qu'on retrouve en fait au niveau des données qu'on va avoir en entrée. Donc là, je vous ai mis un exemple, donc un peu formaté, hein, évidemment, des paquets PCAP qu'on va être amené à manipuler. Donc, on retrouve là, donc il y a plusieurs niveaux. Donc, tout en haut, c'est le niveau vraiment le plus bas niveau. Hein. Donc là, on est vraiment au niveau physique en fait. Et là, dans cette section, on va pouvoir voir vraiment en brut les bits qui passent sur la carte réseau. Ensuite, on monte un petit peu au niveau du protocole Internet, après protocole IP. Et ensuite, on continue à monter jusqu'au protocole TCP. Et pour chacune des couches, eh ben, on va retrouver des informations différentes. Donc là, par exemple, j'ai déplié le protocole TCP, donc je vois quel est le port source, le port destination. Je peux voir le numéro de séquence, etc., etc. Et ce qu'on va pouvoir voir aussi, c'est les flags. Hein, donc ça, c'est les messages qui sont échangés pour mettre en place le protocole TCP entre deux points. Voilà. Donc, on va être amené à manipuler tout ça. À partir de ça, qu'est-ce qu'on va essayer de détecter? Donc là, on va passer en revue quelques exemples d'attaques hein, qu'on peut être amené à retrouver sur les réseaux d'entreprise. Typiquement, les comportements un peu suspects qu'on va chercher à détecter, c'est une machine qui se met à faire des scans de différents ports. Hein. L'idée, c'est quoi? C'est que l'attaquant, en fait, ce qu'il cherche à faire, c'est à trouver tous les ports qui sont ouverts et après, essayer de s'introduire sur ce à quoi il peut avoir accès. Ce qu'on va pouvoir voir ensuite, c'est est-ce qu'il y a des tentatives d'envoi de données sur des ports. Hein, une fois qu'on a détecté, par exemple, que le port 80 était ouvert, donc le port HTTP, on a des outils qui vont en fait envoyer des données pour essayer de détecter qu'est-ce qu'il y a derrière ce port. Est-ce que c'est un serveur Nginx? Est-ce que c'est un serveur Apache? Éventuellement, est-ce qu'il y a un WordPress, etc., etc. Et après, on peut aller plus loin et si jamais on a détecté que c'était un WordPress, on peut envoyer des données pour essayer de craquer, en fait, de hacker l'application qui est derrière ce port. Ce qui est suspicieux aussi, c'est quand il y a un trop grand nombre de connexions hein, sur un laps de temps qui est relativement court. Hein, typiquement, quand on essaie de faire un scan de port, on essaie de faire ça rapidement pour pas se faire détecter. Et ensuite, alors on va rentrer dans TCP. Un cas qu'on va essayer de regarder, c'est si on a un nombre important de SYN-ACK sans ACK. Alors ça, SYN-ACK, ACK, ce sont des flags en fait qu'on retrouve dans le protocole TCP. Donc on va faire un petit topo juste sur TCP. Donc ce qu'on va essayer de voir, c'est là ce slide, il décrit qu'est-ce qui se passe en fait quand un client essaie d'établir une connexion TCP avec un serveur. Donc là, on a notre client à gauche. Il y a une première, le dialogue, il commence par envoyer une commande, un flag SYN. Le serveur reçoit ce message, il envoie en réponse un SYN ACK pour dire qu'il a bien reçu le SYN. Et ensuite, normalement, le client doit envoyer un ACK pour valider le fait que la connexion va être établie. Or, il y a un certain nombre d'attaques en fait où le client n'envoie que le SYN. Hein, il n'envoie pas le ACK. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? En fait, le serveur, généralement, ce qu'il fait, c'est qu'il attend un certain temps avant de recevoir le ACK et avant de, du coup, fermer la connexion. Donc, ce qu'on peut faire, c'est avoir un client malveillant qui envoie que des SYN, ce qui fait que du coup, côté serveur, en fait, on va empiler, on va ouvrir un nombre de connexions sans jamais les fermer. Voilà, donc c'est ce genre de choses qu'on va essayer de détecter. Voilà, donc on en revient à KSQLDB. Donc comment on va pouvoir faire ça en KSQLDB?
Donc, on va faire un petit topo déjà sur les commandes, hein, sur ce qu'on peut faire. Donc, j'ai dit, hein, c'est une syntaxe SQL, mais comme on manipule en fait des données temps réel qui arrivent au fur et à mesure, bah, forcément, ça va être différent. Donc, ce qu'on peut retrouver comme commande, bah, c'est le describe. Donc là, qu'on trouve un peu partout, qui permet d'avoir des infos sur les topics, sur les streams, les tables. Ça, stream et table, on en parlera un petit peu plus tard. Donc, on va pouvoir créer des streams. Hein. Donc, un stream, en fait, ça va permettre de visualiser les événements qui arrivent au fur et à mesure. Le tab, donc généralement, ça va plutôt être une vue matérialisée en fait des événements qui arrivent. Donc, on en parlera un petit peu après. Et ensuite, donc on va pouvoir afficher les informations des topics. On va pouvoir ensuite afficher l'information des streams, etc., etc. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est, je ne sais pas si vous connaissez, on a la possibilité, on va avoir la possibilité d'utiliser Kafka Connect directement depuis KSQLDB. Donc le Create Connector va vous permettre de configurer des jobs Kafka Connect directement depuis KSQLDB. Voilà. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, donc, c'est des requêtes. On va avoir la notion de requête non persistante et de requête persistante. Donc, la requête non persistante, elle va vous afficher en fait le résultat directement sur la sortie standard, directement sur la console. Ensuite, on distingue deux types de requêtes. Donc, on va distinguer les push queries des pull queries. Donc, les push queries, c'est que vous allez lancer votre requête et en fait, dès que un nouveau message matchera la requête, alors vous aurez le message qui va s'afficher. Ensuite, donc on a les pull queries où là, vous allez pouvoir aller directement récupérer un message en particulier par rapport à sa clé. Et donc, on retrouve donc les requêtes persistantes. Donc là, le résultat, donc c'est à peu près la même syntaxe, hein, derrière c'est create stream, on spécifie le nom du stream, suivi de votre select. Et là, le résultat de ça, en fait, va être persisté dans un topic sur le Kafka. Donc ça va permettre quoi? Ça va permettre soit de le réutiliser dans KSQLDB, soit de le réutiliser dans d'autres applications. Voilà, donc pour les principales commandes qu'on va être amené à utiliser pendant la démo, donc avant de laisser la main à Maxime qui va nous présenter un petit peu comment on récupère les données et comment on fait un petit peu de SQL, juste pour vous présenter l'archi qui a été retenu pour cette démo. Donc ce qu'on a fait, donc c'est que comme on va être amené en fait à faire à lancer des attaques, on a construit en fait une infrastructure virtuelle qui peut être déployée par Vagrant, hein, ce qui permet de garantir que tout ce qu'on va faire en fait reste sur un réseau privé. Donc ça évite de se faire bloquer sur le réseau d'entreprise. Donc voilà, donc on a un certain nombre d'applications de VM qui vont tourner. Ce qu'on a aussi, c'est qu'on va avoir une sonde T-Shark, hein, qui est une interface en fait en ligne de commande de Wireshark, donc qui est un outil qui permet de faire de la capture réseau. Donc lui, il va nous capturer les paquets qui passent sur le réseau et les exporter sur système de fichiers. De l'autre côté, donc on a notre cluster Kafka sur lequel on va déployer donc un Kafka Connect de type source qui va aller écouter les nouveaux fichiers qui sont générés. Donc les données sont ensuite poussées dans un topic sur Kafka et là-dessus, on fait tourner KSQLDB pour faire notre traitement de données. Et donc sur notre réseau, on va avoir une VM à partir de laquelle on va lancer nos attaques. Voilà. Donc là, je vais laisser la main à Maxime qui va donc vous faire la petite démo de KSQLDB. C'est bon. Bon, vous voyez bien mon écran? Ok, bonjour à tous.
Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir les données qui sont disponibles sur notre topic. On va essayer de commencer à les manipuler. Et dans une deuxième démo qu'on fera un peu plus tard, on essaiera de vraiment faire des attaques et d'essayer de les détecter. Donc, je vais d'abord vérifier que mon cluster Kafka est bien démarré. Donc, ça me paraît bon. Je vais vérifier que mon infra Vagrant aussi est démarré. Normalement, tout est bon. Ça prend un peu de temps. Ok, très bien. Donc là, je vais me connecter à l'interface KSQL CLI, qui va me permettre d'exécuter des requêtes en temps réel. Voilà. J'ai un petit bug. C'est bon. J'ai un petit bug parfois avec SQL. C'est bon. Donc ici, si je regarde ce que j'ai, je vais voir que j'ai deux topics qui sont disponibles. Donc Network Traffic, c'est le topic qu'on a créé qui est ici. Donc ça, c'est notre topic Connect Config, qui est un topic de configuration pour Kafka Connect. Donc nous, c'est ce topic qui va nous intéresser. Et on va essayer de créer des streams, des tables à partir de ça. Donc si je regarde, pour l'instant, j'ai aucun stream. Donc je vais créer mon premier stream qui va simplement récupérer les données, qui va être une visualisation de mon topic Network Traffic. Donc pour ça, j'ai préparé une requête à côté. Je ne vais pas la faire en live parce qu'elle est un peu grosse. Donc là, on reprend la syntaxe qu'on a vue avec Géraud précédemment. Donc create stream network traffic nested. Donc là, on va lui définir le format de données. Donc ça reprend le format JSON qu'on a de T-Shark. Donc on va voir les différentes couches avec les frames ETH, IP, TCP. Donc là, c'est tous les différents champs qui sont disponibles. Et c'est à la fin, on va lui dire with Kafka's topic égale network traffic. C'est là où on lui dit, ben voilà, tu vas venir piocher tes données dans ce topic-là. Et le format de données, c'est du JSON. Donc là, on voit, c'est assez sympa, avec KSQL DB, on peut avoir des formats de données qui sont assez complexes comparé à du SQL. Donc là, on voit que j'ai ma donnée, mon message dans mon topic, en fait, il va avoir plusieurs sous-objets. Il va même pouvoir avoir des tableaux. Donc ici, on aura une liste de strings. Donc ça, c'est assez sympa. Donc je fais copy market. Ok, elle est assez longue. Donc là, je vais créer mon premier stream. Hop. Si j'affiche les streams, hop, c'est bon. Donc maintenant, je vais afficher mes données que j'ai dans mon stream. Donc là, il faut attendre quelques secondes en général, le temps que le connecteur Kafka Connect récupère les données sur le disque et les ingère dans Kafka. Mais normalement, c'est bon. Si tout va bien. Voilà, c'est bon. Bon, on voit que les messages sont assez gros, c'est pas très lisible. Parce qu'en fait, il y a énormément de colonnes. Donc on va essayer de faire une première projection. Donc on va sélectionner. J'ai les raccourcis qui ne fonctionnent pas. Donc, je suis connecté à un SSH sur ma machine. Donc là, si je vais dans, c'était frames, je vais récupérer par exemple l'IP de chacun des messages. Donc pour accéder à un sous-nœud, on a une flèche qui est disponible. Donc là, c'est tirer crochet. Et donc là, je vais aller sur IP. Et c'est voilà. Ah, une typo. Donc là, pour chacun des messages qui vont arriver dans mon topic, je vais regarder l'IP de source. Donc c'est juste histoire de voir que ça fonctionne bien. Donc voilà, j'ai des messages qui arrivent, donc j'ai des paquets réseau qui ont été capturés, et on voit l'IP, donc ça c'est l'IP de mon réseau local Vagrant. On voit qu'il y a des messages qui sont échangés régulièrement. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à plat notre topic, notre stream. Donc on avait un stream qui était au format un peu JSON, donc c'est pas très pratique pour manipuler pour la démo. On va créer un nouveau stream à partir de ce stream-là. Donc c'est comme ça qu'on va faire. Donc on fait create stream network traffic flat pour dire qu'on va l'aplatir, add select. Et donc là, on va récupérer les colonnes qui nous intéressent. Bon, on en a beaucoup, on va pas se servir de toutes. Et comme ça va nous permettre d'avoir à plat et d'avoir une vision un peu plus base de données. Donc pour les manipulations qu'on va faire par la suite, ça sera un peu plus facile.
Donc hop, je vais créer mon nouveau stream. Ça prend, le copier-coller prend un peu de temps. C'est bizarre. Donc mon nouveau topic a été créé. Et donc là, je peux faire par exemple un select IP source et IP destination depuis mon nouveau topic, nouveau stream, pardon. Ah. J'ai oublié, c'est IP source. Donc là, c'est bon, les messages du remède prennent quelques secondes à arriver. Donc là, on devait voir l'IP source et l'IP destination pour chacun des messages de mon topic et de mon stream. Juste pour ajouter, effectivement, il n'y a pas beaucoup de trafic là pour l'instant sur le réseau Vagrant. Il y a Oui. un intervalle régulier, effectivement, il y a des communications qui passent, mais là, ça reste. Oui, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de trafic. Il y a juste toutes les 30 secondes, on a simulé des requêtes HTTP entre différentes machines et une web app pour simuler un peu de trafic. Après, des fois, il y a les machines d'elles-mêmes qui font des appels réseau pour, je pense, essayer de voir s'il y a des mises à jour système, etc. Et on va voir tout à l'heure, quand on va commencer à faire des attaques, il y aura beaucoup plus de choses qui vont se passer sur notre cluster. Donc voilà, on voit qu'on a des messages qui arrivent. En plus, je pense que comme je suis en SSH sur ma machine, j'ai un petit peu de latence, j'ai quelques secondes de latence. Voilà. Donc là, il se passe quelques trucs et on va voir qu'ensuite, il se passera plus de choses. Et c'est terminé pour la première démo. Et je vais rendre la main à Géraud, qui va vous présenter quelques concepts supplémentaires pour avant d'attaquer la suite. Yes, merci. Ah mince, je me suis trompé. Hop, voilà. Ouais. Bon, c'est bon. Ok, donc merci. Donc on a vu la première aperçu de KSQLDB. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est des choses un petit peu plus avancées. En fait, dans KSQLDB, ce qu'on pourra faire aussi, c'est des agrégations. Typiquement, on va vouloir compter le nombre de trames ISO qui sont échangées entre deux ports sur les 5 dernières minutes, ce genre de choses. Donc ça, il y a tout un tas de fonctions qui sont disponibles. Je pense que ma liste n'est pas exhaustive. Hein, sur la doc de référence, il y en a beaucoup plus. Donc on va pouvoir compter, chercher les max, les min, faire des sommes, calculer des tops, des messages qui apparaissent le plus souvent, etc. etc. Alors, la notion d'agrégation dans KSQLDB, ça nous oblige du coup à parler de la notion de stream et de table. Hein, donc, on a vu dans les commandes tout à l'heure qu'on pouvait faire des create stream ou des create table. Hein, donc, il faut savoir qu'il y a ces deux notions dans KSQLDB et du coup, derrière dans Kafka Stream. Hein, donc, en fait, la notion de stream, c'est quoi? Ça va être vu en fait comme un flux d'événements qui va arriver en continu et sur lequel on va faire des traitements. Et une table, ça va plutôt être du coup une vue matérialisée, hein, une matérialisation de ces événements qui vont arriver. Donc là, si je prends si je me mets dans le cas où j'ai des événements qui représentent en fait des mouvements de stock, ce que je vais vouloir faire, typiquement pour essayer de matérialiser une vue là-dessus, c'est d'afficher l'état courant du stock. Donc comment je vais faire ça? En entrée, je vais avoir des mouvements de stock, donc ça va être mes événements, ça va être un stream. Et en sortie, en fait, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une table, c'est-à-dire que pour chaque stock, je vais avoir l'état actuel. Donc comment ça se passe? Donc je reçois un événement, mouvement donc plus 100 sur le stock A. Du coup, je fais mon agrégation qui va être ici, ça va être une somme. Donc là, je calcule une nouvelle valeur. Du coup, donc le statut pour mon stock A, c'est 100 maintenant. Et donc, comme il y a une mise à jour pour la clé stock A, du coup, j'émets
j'émets un nouveau message, stock A est 100, avec la valeur calculée. Là, j'ai une nouvelle clé qui arrive, donc stock B, avec un mouvement de plus 10. Hein, donc là, dans ma table, je rajoute cette clé et je mets à jour la valeur pour cette clé. Et du coup, donc, comme j'ai une mise à jour pour la clé, eh ben, je l'émets pour qu'elle puisse être utilisée par la suite. Hein. Et donc, j'émets vraiment la valeur du stock en cours. Là, j'ai une nouvelle clé qui arrive, stock A, donc là, c'est moins 32. Donc, je mets à jour pour la clé stock A la valeur. Et comme il est une mise à jour, j'émets donc l'état du stock actuel qui est de 68. Et ainsi de suite. Stock B arrive, pareil, je mets à jour. Donc, on a vraiment ces deux notions de stream et de table. Du coup, donc ça va être utilisé quand on va faire des agrégations. Après, donc là, on traite des données qui arrivent au fil de l'eau. Et généralement, ce qu'on va chercher à faire, plutôt que d'essayer d'agréger sur toutes les données depuis le début qu'on les collecte, ce qu'on va chercher à faire, c'est à découper en fait en intervalles de temps notre flux de données. Hein. Donc ça s'appelle le windowing. Donc là, il y a un exemple qu'on va utiliser pour la précédente pour la démo, c'est le windowing de type tumbling. Donc comment ça fonctionne? En fait, ma window, je lui définis le paramètre window size. Hein, donc là, ça va être 5 secondes. Et j'ai un paramètre advanced interval qui vaut, pour la Windows de type tumbling, qui vaut la window size. Donc ça veut dire comment ça fonctionne. Je vais créer des fenêtres de temps qui ont une durée de 5 secondes et je vais décaler ces fenêtres de 5 secondes à chaque fois. Hein, donc là, si on prend cet exemple sur ce flux de données, où là, en fait, j'essaie de regrouper par clé les messages qui sont verts et les messages qui sont en bleu. Donc ça va se passer de cette manière-là. Donc je vais faire un group by en gros, hein, un group by key. Et du coup, pour chaque clé, mon flux de données va être découpé en intervalle de temps de 5 secondes. Donc là, j'aurai une première boîte. Donc du coup, je vais me retrouver avec ce message-là et ce message-là. Ensuite, le temps avance, je vais avoir une nouvelle fenêtre qui va se créer avec les éléments-là, et ainsi de suite. Et de la même manière, je vais avoir ce découpage pour chacune des clés sur lesquelles je fais mon agrégation. Donc là, le window tumbling, c'est un des exemples, c'est une des 3 possibilités de windowing qu'on a dans KSQL. Donc en tout, il y en a 3. Hein. Donc on a le tumbling, on a le hopping. Le hopping, c'est très proche du tumbling. Ce qui va changer, en fait, c'est que le advanced interval n'est pas forcément égal au window size. Hein, donc l'intérêt de ça, c'est que je vais pouvoir dire que je veux des fenêtres de 5 secondes, mais avoir un advanced interval de 1 seconde. Ce qui fait que du coup, ça va me permettre de reproduire le phénomène de fenêtres glissantes, hein, qui potentiellement se superposent du coup. Et ce qu'on a aussi, c'est le windowing de type session. Donc là, ça va permettre de regrouper en fait vos données par session. Hein. En fait, deux messages vont appartenir à la même session si ils sont séparés d'un intervalle de temps qui est inférieur à la taille de session. Donc ça, c'est très utilisé pour tout ce qui est analyse de clics, analyse de navigation sur les sites. Hein. Donc en gros, si je définis une session à 30 minutes, si j'ai 2 clics qui sont espacés de plus de 30 minutes, ça va faire 2 sessions différentes. Et si les 2 clics sont espacés de moins de 30 minutes, ça sera considéré comme une seule session. Voilà. Donc une fois qu'on a découpé notre flux de données en fenêtres de temps, en fait les agrégations vont s'effectuer sur chacune de ces fenêtres. Hein. Donc là, si je fais un count, là je vais avoir en sortie pour la clé verte et pour cette fenêtre-là, je vais avoir 2. Hein. Pour la clé bleue et cette fenêtre-là, je vais avoir 3. Et ainsi de suite. Donc voilà, on vous a présenté les agrégations. Maintenant, je vais laisser Maxime, du coup, je lui redonne la main. Et on va faire de l'intrusion.
C'est bon, Maxime? C'est bon, vous voyez mon écran? J'ai pas eu de message. Alors attends, parce que ouais, tu étais inscrit 2 fois. Je crois que c'était pas le bon. Ouais. Il y a un petit souci parce que je peux pas te le redonner la main. Ah, ça y est, Là, c'est bon. c'est bon. Ouais, Merci. ça devrait être bon. Ok, très bien. Donc maintenant, on a notre topic où on a nos données qui arrivent qui sont assez simples à manipuler. On va essayer de faire détecter si on a des scans des ports qui se font scanner sur nos machines. Donc pour ça, on va créer un nouveau stream, enfin une nouvelle table maintenant, qui va s'appeler Potential Port Scan Attack. Donc celle-là, cette table-là va venir lire les données depuis le stream Network Traffic Flat. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est de compter pour chaque IP source le nombre d'IP destination et de ports de destination qu'elle va appeler. Donc on va faire ça sur une fenêtre de 60 secondes. Donc on le voit ici, c'est le window tumbling qu'on a vu précédemment. Donc on va pas essayer de voir si une machine a appelé plus de 200 ports sur X jours. Là, on va essayer de voir plutôt sur 1 minute. Là, ça paraît suspect si c'est assez rapide. On va grouper par IP source pour essayer de voir les IP qui posent problème. Et on garde les résultats seulement si c'est supérieur à 200. Donc si une machine appelle une centaine de ports, là le 200 c'est juste pour l'exemple, mais nous ce qui nous intéresse c'est qu'il y ait quand même assez de volume. Donc là on a le count distinct, donc c'est une des fonctions qui est disponible dans KSQLDB. Il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus. Dans les dernières mises à jour ils en ont rajouté pas mal. Celle-là elle y est depuis la 0.7 je crois. Donc la première fois qu'on a commencé à bosser sur le sujet, on l'avait pas. Donc on était obligé de passer par des tables temporaires pour pouvoir faire ce count distinct. Et maintenant, on peut le faire directement. Donc c'est assez pratique. Donc là, on veut voir une IP, combien de ports, de combos ports et IP destination elle va appeler. Donc je vais créer ma table. Donc elle a été créée, très bien. Je vais venir lire ce qu'il y a dans cette table. Donc théoriquement, je devrais rien avoir pour l'instant. J'arrive pas à mettre un caractère. Ok. On a dit que c'était... Donc normalement, j'ai rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter sur mon réseau Vagrant à ma machine qui est compromise. Et donc de cette machine-là, je vais faire un Nmap. Donc Nmap, c'est un outil en ligne de commande qui est open source qu'on peut trouver, qu'on trouve par défaut sur la plupart des machines Linux, qui va nous permettre de scanner des ports, voir s'ils sont ouverts. Donc là, on a fait une première configuration où on lui dit de scanner toutes les IP de 192.168.33.0 jusqu'à 24, donc en gros toutes les machines qui vont être sur notre réseau. Et avec les paramètres qu'on a ici, on lui a dit de scanner la plupart des ports qui sont connus. Et donc le but, c'est qu'il nous fasse un petit rapport de tout ce qu'il y a. Et comme ça va générer des appels réseau, eh bien, on va pouvoir les enregistrer sur notre cluster Kafka avec T-Shark. Et normalement, avec la requête qu'on a créée, avec la table qu'on a créée précédemment, Potential Port Scan Attacks, on devrait voir des choses se passer. Donc là, j'ai le Nmap qui démarre. Donc là, ça va prendre. On voit déjà qu'on a des résultats. Donc là, l'IP source, donc nous, la machine sur laquelle on a lancé la commande, c'est la .66, donc c'est celle-ci. Donc c'est la compromise. Et on voit qu'en fait, on a plusieurs IP sources qui apparaissent ici. Et en fait, c'est tout à fait normal. Parce que qu'est-ce qui se passe quand le Nmap va appeler des machines pour essayer de détecter les ports? Il va essayer d'ouvrir une connexion TCP et il va envoyer un SYN et la machine de destination va renvoyer un SYN-ACK en réponse. Et c'est pour ça qu'en fait les machines de destination apparaissent ici également. Comme en fait elles répondent au Nmap, elles répondent sur les ports qu'a appelé la machine qui attaque. Donc on voit, comme c'est une table, on voit qu'il y a plusieurs résultats. C'est juste des mises à jour qui arrivent. Donc comme montré tout à l'heure Géraud avec la présentation,
Ici, notre clé, c'est notre IP source. Et on voit qu'à la fin, le Nmap est presque terminé, je pense. Il y a environ 5000 ports et IP qui ont été scannés. Comme on a 4 ou 5 machines, je pense qu'il y a 1000 ports qui ont été scannés. Donc c'est ce résultat qui nous intéresse ici. Donc vous allez voir, peut-être Nmap va être bientôt fini à droite. Ça, c'est intéressant comme outil parce qu'il va vous faire un rapport et vous afficher tous les ports qu'il a trouvés sur le réseau. Et on va voir que nous, il aura trouvé qu'il y avait un serveur Apache qui était ouvert, qu'il y avait une base de données qui était ouverte sur différents ports, etc. Donc là, c'est le rapport de... Voilà, c'est pas très lisible en ligne de commande, mais il a vu qu'il y avait un port OpenSSH qui était ouvert, etc. Donc c'est assez long parce qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est assez utile comme outil. Donc voilà pour les scans de ports. Donc on a vu qu'on était capable de les détecter assez rapidement. C'était quasi instantané, à quelques secondes près, le temps de latence de notre réseau. Donc je vais éteindre Market. Et donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est une attaque Slow Loris. Donc Slow Loris, c'est une attaque qui est assez connue. C'est une attaque de déni de service. Et le but, ça va être d'ouvrir un grand nombre de connexions sur une IP et de les garder ouvertes. Et le but, ça va être de saturer le nombre de connexions possibles du serveur. Donc admettons qu'un serveur Apache, il ait 1000 connexions possibles, il ne puisse pas en ouvrir plus. Mais le but d'une attaque Slow Loris, ça va être d'ouvrir les 1000 et de les garder ouvertes sans rien faire et d'empêcher les futures connexions à côté. Donc admettons que les 1000 connexions soient ouvertes, on a un autre serveur qui, lui, n'a aucun souci, n'est pas un attaquant, va essayer d'ouvrir une connexion sur notre serveur Apache. Bien, en fait, le serveur Apache va rejeter la connexion parce qu'il a déjà atteint son nombre maximum de connexions ouvertes simultanées. Donc on va essayer de faire ça. Donc pour faire ça, donc on va créer une table qui s'appelle potentiel Slow Loris attacks, ici, qui va lire les données depuis toujours la même table, le même stream net for traffic flat. Donc là, pareil, on va appliquer une plage de temps de 60 secondes. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est le nombre de connexions reset qu'on va avoir. Donc connexion reset, c'est en gros, un client va vouloir ouvrir une connexion sur notre serveur, il va envoyer un SYN, et notre serveur va renvoyer un hack reset pour dire non, c'est pas possible, je peux plus ouvrir de connexion. Donc là, c'est quand notre serveur va répondre à des resets aux demandes de connexion, c'est qu'il y a un souci qui est actuellement sur notre réseau. Donc c'est pour ça qu'on va faire un haut. C'est ici qu'on va filtrer. Donc on va utiliser les TCP flags que Géraud vous parlait tout à l'heure. Donc on va filtrer les paquets où il y a un flag hack et un flag reset qui sont à 1. On va les grouper par IP de destination. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est sur une fenêtre de temps d'1 minute, s'il y a au moins 100 resets, c'est qu'on va considérer qu'il y a un souci. Quelques resets, ça peut arriver. Et nous, on va considérer que c'est 100 notre limite. Donc on va créer notre nouvelle table. C'est bon. Donc comme tout à l'heure, on va venir écouter ce qui se passe là-dedans, mais il devrait pour l'instant n'y avoir rien. Ah, j'ai oublié le emit changes. Comme c'est une push query, il faut bien préciser le emit changes pour être notifié des résultats. Hop, donc là c'est bon. Donc toujours sur la même machine, je vais lancer pareil un outil en ligne de commande qui s'appelle Slow HTTP Test, qui permet de faire des attaques Slow Loris et d'autres attaques. Donc là on l'a préconfiguré, et là on va lui dire d'ouvrir 10 000 connexions sur une IP, enfin là sur l'adresse web.local.2.8080. Donc là on a une de nos machines sur notre réseau Vagrant qui est une application Java classique, qui a une base de données, qui appelle une base de données, etc. Donc on va essayer de saturer cette application-là. Donc là, j'ai lancé mon attaque Slow Loris. Donc j'ai un petit résumé qui est affiché ici. Et là, on va voir le nombre de connexions qui va monter. Donc c'est le nombre de connexions qui vont être ouvertes par l'attaque Slow Loris. Et normalement, au bout d'un moment, quand il va plus pouvoir arriver à en ouvrir, il va nous dire OK, j'arrive plus à en ouvrir, j'ai réussi à saturer le serveur. Service available no. Et a priori, on devrait commencer à avoir des choses qui se passent dans notre table. Voilà. Donc là, on voit bien a priori la limite du Tomcat. Je pense que c'est 4000 connexions. Hop. Donc là, on voit que j'ai mon IP 66, donc de ma machine qui est compromise, qui a
Normalement, c'est IP source, on s'est trompé. On voit que j'ai ici 460 connexions qui ont été reset au départ, et là on monte, et sur une plage de 1 minute, là j'ai 3500 connexions qui ont été reset, qui ont été refusées. Donc là, c'est qu'il y a un souci. Donc là, on arrive, il nous a fallu 5-10 secondes pour le détecter. Je pense que c'est aussi la latence du réseau. On a réussi à voir qu'il y avait beaucoup de connexions qui étaient refusées de la part de notre application web. Et donc là, on peut considérer qu'il y a un souci. Donc pour l'instant, on ne traite pas ces données-là. On se contente juste d'écrire dans un topic qu'il y a un souci, mais on peut très bien imaginer après d'avoir des clients qui viennent écouter ces topics-là et qui viennent réagir. Donc ça pourrait être des sondes qui viennent voir ce qui se passe, redémarrer des serveurs, envoyer des notifications à des admins, etc. pour ensuite prendre des mesures. Voilà pour l'attaque Sloloris et le Nmap. Maintenant, je vais redonner la main à Géraud pour la suite. Oui, merci. Hop. Hop. C'est bon. Ok, donc là on a vu une utilisation un petit peu plus avancée avec beaucoup d'exemples, quelques exemples d'attaques potentielles. Donc là ça reste voilà, ça reste assez basique dans le sens où là les seuils à partir du moment où on déclenche les critères, bah, ils sont définis manuellement. Mais après, voilà, ce projet-là, on peut l'améliorer avec il y a plusieurs pistes pour améliorer ça. Déjà, ce qu'on va pouvoir commencer à faire, c'est enrichir en fait les données. Hein. Donc, SQLDB va permettre de faire des jointures entre des streams. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est donc là, on a toujours notre Kafka et le topic qui contient les trames réseau. Mais on peut imaginer très bien avoir aussi un topic qui contient les métriques hein, qui sont collectées sur les différentes machines. Donc, les métriques système, CPU, RAM, etc., etc. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est donc avec l'instruction left join, par exemple, on peut faire une jointure sur l'IP source des trames réseau et sur l'IP des métriques qu'on a collectées. Donc ça nous donne du coup un nouveau topic où on a nos données enrichies. Donc à chaque trame réseau, on va avoir toutes les ressources de la machine. Et ensuite, ce qu'on peut imaginer faire aussi, c'est rajouter des critères. Donc ne sélectionner que les trames réseau, par exemple, dont l'IP correspond à une charge assez importante sur la machine. Donc, ce qui va permettre d'affiner un petit peu l'analyse, la détection. Et puis après, a posteriori aussi, ça peut permettre d'analyser, d'aider à l'analyse de ce qui s'est passé. Ce qu'on peut faire aussi, c'est étendre le langage. Donc, il y a un mécanisme de User Defined Function, UDF, dans KSQL, qui vous permet de rajouter vos fonctions sur KSQL. Donc, ce qu'on peut imaginer faire, c'est imaginer qu'on ait un oracle, là, un modèle, donc le petit robot, qui, en fonction d'un certain nombre d'informations, arrive à nous prédire si le paquet, par exemple, est suspicieux ou pas, ou si l'IP associé à ce trafic est suspicieux ou pas, et avoir une fonction qui utilise ce modèle. Alors ça permettrait quoi derrière? Typiquement, quand on veut faire de la détection, ça va se traduire par cette requête SQL par exemple. Donc on aura juste à faire un select, donc predict, ce sera la fonction qu'on aura implémentée, avec donc, toutes les informations nécessaires à passer au modèle. Et en sortie, ce qu'on a de ce predict, ça va être une classification du trafic. Donc ça, c'est un des gros avantages. Hein. Ça permet du coup de pouvoir développer des fonctionnalités qui sont quand même qui peuvent être compliquées, soit par du machine learning, soit parce que c'est du code qui peut être assez compliqué, mais qui du coup permet d'aller plus loin dans ce qu'on peut faire, et de masquer ça derrière une simple fonction en fait SQL. Alors pour conclure, pour résumer un petit peu, donc tout ce qu'on a vu, donc SQLDB, donc c'est quoi? Ça va vous permettre de faire du SQL. Alors j'ai mis une petite étoile parce qu'effectivement on travaille sur des données qui sont en temps réel, donc naturellement ça va être différent de ce qu'on retrouve dans le SQL classique.
mais on voit quand même qu'on a un langage qui est assez expressif et qui va permettre de manipuler des streams assez facilement, des données en temps réel assez facilement. Donc le point important aussi, c'est que tout ça, c'est de l'open source. Derrière, ça va vous permettre de faire de l'exploration de données, un peu comme on a fait là. Donc on était un peu en mode interactif où on faisait des requêtes, on interrogeait nos données en temps réel. Ça va permettre de faire de l'enrichissement de données avec le mécanisme de jointure. En fait, ce qu'on va faire, c'est que dans Kafka, on va collecter tout un tas de données. On va collecter des métriques, des trames réseau. Potentiellement, on peut aussi collecter des logs applicatifs. On peut mettre tout ça ensemble et avec les jointures, on va pouvoir enrichir les données et faire de l'analyse un peu plus poussée. Du coup. On a le mécanisme donc, de User-Defined Function qui va permettre d'étendre le langage. Donc du coup, de masquer une certaine complexité côté KSQL. Et enfin, dans ce qu'on peut voir, c'est que derrière donc KSQLDB, voilà, on a montré là un cas où on l'utilisait dans le cadre de la détection d'intrusion. Ça peut être aussi utilisé dans tout ce qui est détection de fraude, donc on l'a vu avec l'exemple des fraudes à la carte bleue. Ça peut servir aussi sur plein de cas d'utilisation métier pour analyser le comportement des utilisateurs sur un site, par exemple. Et on peut aussi s'en servir comme ETL, avec avec la possibilité de configurer les connecteurs, donc qui vont permettre soit d'extraire des données de Kafka vers d'autres systèmes, des bases de données, des Elasticsearch ou autres, soit de lire des données qui viennent justement de sources externes. Donc avec tout ce qui est fourni par le langage, on va pouvoir créer une chaîne de bout en bout de je collecte mes données qui viennent d'un peu partout, je les transforme, je les agrège, et ensuite ça va être restitué vers d'autres systèmes. Voilà, donc merci. Donc on en a fini pour la présentation de ce cas d'usage.